27 juin 1965. Un bateau accoste dans le sud du Groenland. À son bord, un jeune Togolais de 24 ans, Tété Michel Pomassi. Il a quitté son pays à 16 ans, a traversé de nombreux pays et a mis 8 ans pour arriver jusqu'ici. Mais lorsqu'il descend du bateau, c'est le choc. Certains enfants se cachent, d'autres pleurent, les gens le fixent. Certains pensent même voir un esprit de la montagne. En fait, ils n'avaient juste jamais vu de noir de leur vie. Mais pour Tété aussi, c'est un choc. Il n'y a pas d'igloo, pas de chasseurs, pas de chien de traîneau comme dans le livre qu'il a fait rêver depuis son adolescence. À la place, des magasins, de la bière, en gros, un Groenland marqué par la présence danoise. Tout ça, c'est très loin du mode de vie inuit qu'il avait rêvé. Il comprend très vite que le Groenland qu'il est venu chercher n'est pas ici. Pour ça, il doit aller plus au nord. La question qu'on se pose, c'est pourquoi un jeune Togolais a consacré 8 ans de sa vie à un rêve aussi fou. Pour le comprendre, il faut retourner 8 ans en arrière, à un python et à un livre. Tété Michel Pomassi naît en 1941 dans le sud du Togo, près de Lomé, au sein de l'ethnie Mina. À cette époque, le Togo est encore sous l'administration française. À 16 ans, il travaille régulièrement avec son oncle dans les plantations de cocotiers. Il récupère la fibre et les branches pour en faire des paillassons et les vendre dans un marché. Un matin, avant de partir travailler, Tété a un mauvais pressentiment. Son oncle le force, alors il va quand même travailler. Comme d'habitude, il doit monter au sommet d'un cocotier, sauf que cette fois-ci, logé entre les branches, il tombe nez à nez avec un serpent. Il essaie de redescendre doucement sans l'effrayer, mais le serpent le suit. Tété panique, il perd l'équilibre et il fait une chute de 10 mètres. Ses frères le retrouvent au sol, inconscient. Les jours passent, mais son état ne s'améliore pas. Il souffre de fièvre, il commence à délirer, donc sa famille commence à craindre sérieusement pour sa vie. Son père décide alors de l'emmener voir la prêtresse du culte du Python, dans une forêt sacrée, pas loin de là. Cette femme ne fait pas que soigner les malades, elle est aussi un intermédiaire avec les esprits. Elle essaye de comprendre pourquoi un serpent aurait pu s'attaquer à Tété. Après une série de rituels et une série de concoctions de plantes, il rentre chez lui. Et ça marche, il finit par guérir. Son père, ultra reconnaissant, promet que son fils dédiera sa vie au culte du Python. À 16 ans, son avenir est alors réglé. Sauf que quelques temps plus tard, alors qu'il se remet encore de son accident, il se rend dans une librairie tenue par des missionnaires à Lomé. Là-bas, il tombe sur un livre. Sur la couverture, un homme inuit pose devant un paysage glacé. Le livre s'appelle « Les Esquimaux du Groenland à l'Alaska ». N'importe qui aurait feuilleté quelques pages ou aurait dit « Ah ouais, dinguerie, refermez le livre et on le pose ». Mais pas Tété. Lui, ça lui déclenche une obsession. Il dit même « Au moins dans ce pays glacial, il n'y a pas de serpents ». Très rapidement après ça, il se fixe un objectif complètement fou. Un jour, il ira là-bas. Le problème, c'est qu'il a ni argent, ni contact, aucune idée de comment s'y rendre, ni même l'idée de la distance qui le sépare de ce pays-là. Ce qui donne de l'espoir à Tété, ce sont les voyageurs Haoussa qui parcourent l'Afrique de l'Ouest, souvent à pied. Dans sa tête, la décision est prise. Un jour, sans prévenir personne, il se barre. Il va pas choisir sa première destination au hasard. Il a une tante qui vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a que la moitié de l'argent nécessaire pour pouvoir la rejoindre, mais il y va quand même. Arrivé à Abidjan, il trouve des petits boulots, économise ce qu'il peut et prépare la suite de son voyage. Mais en décembre 1958, après de nombreux et violents affrontements à Abidjan, beaucoup de Togolais et de Dahoméens sont contraints de quitter le pays. Et il en fait partie. Après plus d'1 an de voyage, il est donc contraint de retourner au Togo. Mais il ne se laisse pas démonter. Il va continuer. Il repart rapidement pour Accra, au Ghana, qui vient de gagner son indépendance et qui est en pleine effervescence panafricaine. Là-bas, il y apprend l'anglais. Et dès qu'il estime qu'il a atteint son objectif, il repart. Direction le Sénégal. À Dakar, il travaillera à l'ambassade de l'Inde, ce qui lui permettra d'envisager la prochaine étape en Europe. En fait, sa manière de fonctionner, c'est toujours comme ça. Il va à la prochaine ville, il travaille, il prend l'argent qu'il lui faut pour aller à la ville suivante, et ainsi de suite. La suite logique pour lui, pour arriver en Europe, c'est d'aller plus au nord. Donc il va jusqu'en Mauritanie, à Nouakchott, mais est contraint de revenir à Dakar, parce que c'est de là qu'on peut prendre des bateaux pour aller en Europe. Donc là, à ce moment-là, il exprime une frustration, parce qu'il a entendu énormément de discours sur le panafricanisme, très jolis dans les discours, mais très peu présents dans le concret. Sans faire l'apologie de la colonisation, bien loin de là, il dit quand même qu'il y avait une liberté de circulation bien plus grande à cette époque-là.
En 1963, après presque 6 ans de voyage, Tété arrive en France. Il passe par Marseille, puis rejoint Paris. Il a en main une lettre de recommandation écrite par un ami à lui qu'il a rencontré à Dakar et rencontre Jean Callot, un homme qui va être très important pour lui dans sa vie. Il l'appellera plus tard son père adoptif. Il va l'aider financièrement et le soutenir dans son projet. Je tiens à préciser que Jean Callot ne lui donne ni sa détermination ni son rêve. Comme beaucoup d'autres personnes, il va juste l'aider à franchir la prochaine étape. Après 8 mois à Paris, il part pour Bonn, en Allemagne, où il reste environ 1 an. Puis il rejoindra Copenhague et travaillera là-bas encore 3 mois. À ce stade, il est plus proche du Groenland qu'il ne l'a jamais été, mais il lui reste une étape importante à franchir. Trouver un bateau pour pouvoir s'y rendre. Et en juin 1965, après 8 années sans savoir s'il allait même pouvoir atteindre la ville suivante, Tété monte à bord. Direction. On revient donc à cette scène au début, Tété qui descend du bateau, les enfants qu'il voit, qui pleurent, qui se cachent, qui pensent voir un esprit. La peur des Inuits se dissout vraiment très vite. Les familles se disputent même pour pouvoir l'accueillir. À peine arrivé chez son hôte, on lui sert du matak, de la peau de baleine crue avec de la graisse et du cartilage. Tété goûte et il adore. Non, je plaisante, il déteste. Ça lui donne même envie de rentrer chez lui. Très rapidement, il vit chez les habitants, ils partagent leur repas et partagent leur quotidien. Il commence à faire des comparaisons entre la vie au Togo et la vie au Groenland. Donc, par exemple, les enfants sont un petit peu rois dans la culture inuite, ce qui n'est pas du tout le cas dans la culture togolaise. Il découvre aussi une autre manière de traiter les personnes âgées. Au Togo, ce sont des personnes qui sont presque sacralisées, alors qu'ici, elles sont en arrière-plan. Elles sont dans des genres d'EHPAD. Sur place, on lui raconte même des histoires qu'à l'époque des migrations, quand les Inuits devaient se déplacer d'un endroit à un autre, les personnes âgées qui étaient trop faibles pour marcher restaient en arrière, dans les igloos, pour mourir seules. Une autre chose qui le surprend, c'est les rapports amoureux et familiaux qui sont beaucoup plus libres et ouverts qu'en Europe ou en Afrique, comme il l'a pu le voir. Après quelques temps, il commence un petit peu à s'ennuyer dans le sud du Groenland, surtout que ça ne correspond pas du tout à l'imaginaire qu'il s'en était fait. On lui dit que s'il voulait trouver les Inuits dans une vie plus traditionnelle, il fallait qu'il remonte plus au nord. Donc c'est ce qu'il fait. Il remonte progressivement la côte ouest, de village en village, mais surtout de famille en famille. Sa curiosité et son implication le poussent à apprendre la langue, à pêcher à travers la glace, à se déplacer en traîneau et accompagne les chasseurs de phoques. Les enfants inuits sont aussi très curieux, ils veulent en savoir plus sur le Togo, alors il leur raconte sa vie là-bas. Bref, il est en pleine immersion et ça lui plaît. Sauf que l'hiver arrive. La mer gèle, les bateaux qui viennent du Danemark disparaissent et les déplacements sont de plus en plus difficiles. Mais pour les chasseurs inuits, c'est l'inverse. Eux, ils connaissent bien la terre, ils connaissent bien les animaux, ils savent comment se déplacer dans des périodes comme ça. Pour Tété, ce moment-là de l'année est la période où les Inuits redeviennent les rois de leur pays. Mais il reste lucide sur cette situation. Il ne romantise pas ce mode de vie. Tété Michel découvre une vie dure, parfois brutale, mais aussi une générosité et des connaissances qui vont profondément le marquer toute sa vie. Après 18 mois au Groenland, il ne veut plus partir. Ses hôtes inuits ne veulent pas le laisser partir non plus. Il cite « Ta place est parmi nous, où tu t'es attiré l'estime de tous ». Mais une nouvelle question commence à l'obséder. Après tout ce temps passé dans le Nord, qu'est-ce qu'il devait faire de toutes ces connaissances ? Et sa réponse, il la trouvera en repensant à son pays. Jusqu'ici, il avait un objectif très clair et très personnel, atteindre le Groenland. Mais maintenant qu'il y est arrivé, 2 choix s'offrent à lui. Rester dans l'endroit qu'il considère sa deuxième patrie, ou repartir et faire de ce voyage quelque chose de plus grand que lui. Je vais vous lire directement le passage où il parle de ça, puisque je trouve sa réflexion intéressante, et j'espère aussi que ça va vous donner envie de lire le livre. Donc, il dit « Après avoir tenté et réussi l'aventure polaire, est-ce que je ne me dois pas d'être auprès de mes frères restés en Afrique, le conteur de cette terre glaciale, de soleil de minuit et de la nuit sans fin. Après l'avilissement de la colonisation et la lutte pour l'indépendance, est-ce que la tâche principale ne reviendra pas aux éducateurs afin qu'ils ouvrent au continent des horizons nouveaux? Est-ce que je ne devrais pas moi aussi participer à cette tâche, apporter à la jeunesse africaine ma petite contribution à son ouverture d'esprit sur le monde extérieur? Il finira donc par rentrer au Togo. Pendant 2 ans, il va donner des conférences un peu partout en Afrique, notamment dans les écoles, pour tenir sa promesse d'essayer d'ouvrir les esprits sur un nouvel horizon. Il donne du Groenland une vision réaliste, nuancée, avec un regard très admiratif, mais aussi critique des conséquences de la colonisation danoise. Un mot groenlandais résume très bien sa réflexion, et je vais écorcher le mot, mais je vais le mettre ici, ce sera plus simple. Kalunak.
Dans les livres qu'il avait pu lire, écrits par des Européens, ce mot désignait homme blanc. Alors qu'en fait, les Inuits l'appelaient lui aussi comme ça. Donc il en a déduit que ça voulait dire personne étrangère. Et pour lui, cette erreur de traduction, ça révèle quelque chose de très important. Les explorateurs européens avaient décrit le Groenland avec comme personnage principal eux-mêmes. Leur présence est toujours le point de référence. Et c'est là que l'histoire de Tété devient très intéressante. Parce que dans les récits de voyages occidentaux, l'Africain, entre guillemets, est observé et décrit. On le présente comme l'objet exotique. Alors que là, il reprend le privilège du regard. C'est lui qui voyage, c'est lui qui observe. Il observe mais sans regard supérieur ou condescendant. Il se place en égal avec les Inuits. Il a vécu la colonisation comme eux ont vécu la colonisation. Donc son histoire et sa manière de voir les choses est trop importante à raconter. Les carnets qu'il a tenus pendant son périple deviennent finalement l'Africain du Groenland, publié en France en 1980. Le livre reçoit l'année suivante le prix littéraire francophone international et sera ensuite traduit dans plusieurs langues. Et moi, ce que je trouve trop beau dans cette histoire, c'est que ça commence par un livre et ça en finit par un autre. Il avait lu un livre qui lui a ouvert une porte sur le monde et c'est à son tour maintenant d'ouvrir une porte pour d'autres. Donc pour ça, je le remercie et merci à toutes celles et ceux qui ouvrent encore des voies silencieuses.